Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Redux. Alors Redux, qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire d'état centralisé que vous allez pouvoir utiliser avec votre framework front-end. Donc le mot-clé qu'il faut retenir ici, c'est centralisé. Redux sera surtout intéressant si vous avez besoin de conserver des informations qui vont être globales à toute votre application et qui pourront ensuite être consommées par différents composants. Ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser juste pour partager un petit bout d'information entre deux composants. Il ne faut pas se mettre à utiliser Redux à la moindre occasion. Autre petit point, Redux a la réputation d'être compliqué, mais vous allez le voir, finalement Redux est très simple. Ce qui va être compliqué, c'est plutôt toute la terminologie et toutes les mécaniques qu'il y a autour pour travailler avec Redux. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord de le découvrir tel quel, sans forcément un framework front-end, et ensuite on va voir son intégration au sein de React. Donc Redux fonctionne très simplement. En fait, pour l'utiliser, il va falloir créer un reducer. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans la formation React, mais c'est un concept qui est général en JavaScript. Un reducer, c'est tout simplement une fonction qui prendra en paramètre un état et une action. Et en fonction de cette action, il va changer l'état. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier reducer et on va prendre pour cela un exemple avec un système de to-do list. Donc on va créer une fonction, on va l'appeler toDoReducer, et cette fonction va prendre en paramètre un état. Et on va pouvoir lui mettre une valeur initiale. Et ensuite, on lui passera en second paramètre une action. Alors pour la valeur initiale, histoire de bien séparer les choses, on va créer une nouvelle constante que l'on va appeler initialState. Donc cette constante, ça sera par exemple un tableau qui va contenir la liste de nos to-do. Donc on aura un premier élément qui aura l'ID 1, et ensuite qui aura comme title enregistré le tutoriel, et on va dire completed à false, parce que je suis encore en train d'enregistrer. Ensuite, on va avoir par exemple un second élément qui aura l'ID 2, et ça sera préparer le tutoriel. Et lui, il sera complété. Donc là, je vais pouvoir dire à mon reducer, si jamais je ne t'envoie pas d'état, ce qui va être le cas à l'état initial, dans ce cas-là, je veux que tu prennes cette valeur-là. Donc ensuite, cette fonction, elle va devoir retourner un nouvel état en fonction de l'action qui a été définie. Donc en général, on écrira la logique avec un switch case. On fera un switch et on lui dira si l'action a comme type un type particulier, dans ce cas-là, on va faire un traitement. Le traitement que l'on fera par défaut, c'est qu'on ne touchera pas le state et dans ce cas-là, on renverra l'état sans l'avoir modifié. Donc nous, on va créer une première action qui permettrait par exemple de créer un nouvel élément dans notre to-do list. Donc ces actions, en général, on va les sauvegarder dans des constantes pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc là, par exemple, on va lui dire, ça sera add underscore to-do underscore action. Et par défaut, ça sera une chaîne de caractères, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce qui est important de retenir, c'est que ça doit être unique. Donc on va lui dire, si jamais l'action s'appelle add underscore to-do action, dans ce cas-là, je vais vouloir modifier l'état. Donc là, c'est très important, il faut que l'état soit un nouvel état. Vous ne pouvez pas faire une mutation. On pourrait être tenté de lui dire, tu vas faire un state et dedans, tu vas pusher un nouvel élément. Non, ça, vous ne pouvez pas le faire parce que vous allez faire une mutation. Lorsque vous écrivez un reducer, il faut nécessairement que ça soit immutable. Donc là, je vais lui dire, je vais retourner un nouveau tableau. Je vais prendre les to-do qui existent déjà, donc c'est ce qui est déjà dans l'état, et je vais rajouter mon nouvel élément. Donc pour cet élément, je vais te donner un ID supplémentaire. Donc nous, on va s'imaginer avoir une valeur ici qu'on va appeler ID, qui sera par défaut 3. Et comme ça, on l'auto-incrémentera ici, plus ID. Ensuite, je vais te passer le titre de l'élément. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, quand je vais appeler cette action, je vais lui envoyer une propriété payload qui sera les informations que je souhaite rajouter. Donc on mettra par défaut que completed sera à false, et ensuite on rajoutera les informations qui seront dans le payload. Donc là, on a créé notre premier reducer. Alors même sans utiliser Redux, on peut le tester très simplement. On peut faire un const state et on va faire un toDoReducer. On lui envoie un defined en premier paramètre, comme ça il prendra la valeur initiale, et on ne lui envoie pas d'action. Donc là, on va lui dire simplement, c'est un objet vide. Et ensuite, on fera un console.log de state. Si je sauvegarde, je vois bien que j'ai mes deux éléments. Maintenant, je me dis, tiens, j'aimerais bien rajouter un élément, il me suffit de réappeler mon reducer, de lui passer l'état précédent et l'action que je souhaite faire. Donc là, ça sera une action qui aura comme type add to do action, et au niveau du payload, je vais lui passer par exemple quelque chose qui aura comme titre démo. Automatiquement, cette fonction, elle va nous renvoyer un nouveau state.
nouveau state que je peux débugger à ce niveau-là aussi. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que l'on ferait évoluer un état. Donc là, je vois bien que j'ai mon premier élément qui n'a que 2 éléments, et j'ai mon second élément qui a 3 éléments, avec notre nouvel élément qui a l'ID 4. D'ailleurs, je pourrais commencer avec 2, parce qu'ici on est à l'ID 2. Maintenant, comment ça va fonctionner avec Redux? Donc on va commencer par installer Redux, donc je sors mon terminal, et je fais un yarn add, et j'importe Redux. Ensuite, tout en haut, je vais pouvoir inclure Redux. Donc je monte, je fais un import, et j'importe la méthode createStore depuis Redux. Cette méthode va prendre en premier paramètre le reducer que je souhaite utiliser, et va nous renvoyer un store. Donc là, plutôt que de faire mes petits essais avec mon console.log, je vais créer une nouvelle constante que je vais appeler store, et je vais lui dire, j'aimerais bien que tu crées un store qui aura comme reducer mon to-do reducer. À partir de là, je vais obtenir un store Redux que je vais pouvoir utiliser. On peut l'utiliser de plusieurs manières. La première chose que l'on peut faire, c'est faire un subscribe. Subscribe va permettre d'écouter lorsqu'il y a de nouveaux changements au niveau de notre store. Et ça prendra en paramètre une fonction. Et dans cette fonction, on pourra faire un console.log store.getState. Donc au niveau de cette variable store, j'ai une méthode getState qui me permet de récupérer l'état. Si je fais un console.log dès le début store.getState, ça va nous renvoyer l'état initial. Si je sauvegarde, j'obtiens bien mes 2 éléments. Maintenant, l'autre intérêt, c'est que lorsque vous avez ce store, vous allez pouvoir lui dire « j'aimerais bien envoyer une action particulière ». Donc ça va fonctionner comme ce que l'on a vu juste à l'instant. On fait un dispatch et je vais lui dire « j'aimerais bien envoyer une action de type add to do action ». Et ensuite, je vais lui donner le payload, ce que l'on avait donné tout à l'heure. Donc par exemple, un titre démo. Ce qui va être intéressant, c'est que automatiquement, ce subscribe-là va se déclencher. Donc à chaque fois que je vais ajouter un élément, si je duplique cette ligne plusieurs fois, hop, on voit que c'est appelé avec le nouvel état. Donc c'est cette mécanique qui va être utilisée notamment par les frameworks front-end pour automatiquement souscrire aux changements du store et pouvoir être alerté des différentes modifications. Donc en général, on ne va pas avoir besoin d'utiliser cette API-là, on va avoir une surcouche, donc soit avec React Redux, soit avec d'autres choses, qui vont nous permettre de directement souscrire à un store. Autre petite chose intéressante avec Redux, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un outil de debug qui est plutôt intéressant. Donc cet outil de debug s'appelle le Redux DevTool et il s'utilise de la manière suivante. D'abord, vous devez installer une extension sur votre navigateur, donc moi je l'ai déjà fait, et ensuite vous devez modifier l'appel à createStore pour rajouter le debugger. Donc vous avez des explications sur le GitHub qui correspond à l'extension, mais basiquement on vous demande de rajouter ça en second paramètre du createStore. Donc ici, hop, je vais aller à la ligne pour un petit peu plus de clarté, et je vais mettre ce qu'on nous donne dans la documentation. Alors juste pour information, ce que vous avez en second paramètre du createStore, ce sont des middleware. C'est des choses qui vont permettre d'écouter les changements du store et permettre de rajouter des comportements. Et dans ce cas-là ici, c'est un middleware qui va permettre de communiquer avec l'extension les changements du store. Si je reviens au niveau de mon application maintenant, je vais avoir un nouvel onglet qui s'appelle Redux. Et dans cet onglet, je vais avoir plein de choses. Alors à gauche, vous avez la partie qui vous montre les différentes actions qui ont été envoyées à votre store. À chaque fois que vous faites un dispatch, ce que vous mettez dans le type ici apparaîtra ici. C'est pour ça que c'est important de mettre un nom qui est relativement clair. Donc là, il y a différentes conventions, à vous de choisir ce que vous voulez. Par exemple, vous pourriez avoir quelque chose qui s'appellerait todo/add. Comme ça permettrait de mieux comprendre. Chacun fait comme il veut à ce niveau-là. À droite, j'ai un inspecteur qui me permet de regarder ce qui s'est passé pour une action donnée. Donc si je clique sur cette action-là, je vais voir les informations de l'action, donc le type et le payload que j'ai envoyé. Je vais avoir l'état, donc ça c'est l'état que j'ai à l'intérieur de mon store. Je vais avoir une diff, donc le diff ça me montre ce que a fait cette action-là. Donc là ça a rajouté un élément à l'index 6 et voilà les informations que ça a rajouté. Et après d'autres onglets que pour le coup je n'ai absolument jamais utilisés. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que vous avez la possibilité de voir l'ensemble de vos actions, mais aussi de ressauter en arrière. Donc vous pouvez lui dire « Ah, j'aimerais bien aller là ». Et vous avez même une timeline qui vous permet d'avancer et de faire progresser les choses.
Alors là, c'est pas très intéressant, mais dans le cadre d'une application React ou avec un framework front-end, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir jouer avec la timeline et voir votre interface changer en live. Et c'est ça qui va être super, super intéressant. Et de la même manière, quand vous avez besoin de débugger et de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le store, cet outil-là est vraiment très, très intéressant. Un dernier point intéressant avant de passer à la partie React, vous avez la possibilité de combiner plusieurs reducers. Donc là, on a créé un reducer pour les to-do list, mais on pourrait s'imaginer avoir un autre reducer. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir importer un combine reducers. Ça va être une fonction qui prendra en paramètre un objet qui contiendra en clé la clé que vous voulez et en valeur le reducer. Donc par exemple, on peut lui dire, là j'aurai un reducer pour to-do. Et ça sera ce reducer-là. Et j'aurai autre chose pour autre chose. Par exemple, là on s'imaginerait un filter, et ça serait une fonction qui prendra en paramètre le state et l'action. Par défaut, on mettrait 0, peu importe. Et ça nous retournerait directement le state. Ça ne ferait rien ici. C'est juste pour créer un reducer à la volée. Si j'utilise ce combine reducer, on va voir que mon état va être différent. Il aura maintenant une clé to-do qui correspondra à cette clé. Et à l'intérieur de cette clé, je vais avoir l'état de mon to-do reducer. Et ensuite, j'aurai une autre clé filter qui contiendra l'état de ce reducer-là. Donc ça peut être intéressant si vous avez un état qui est très compliqué de le représenter de cette manière-là avec plusieurs reducers combinés. Donc voilà globalement pour la base de Redux. Comme je vous l'ai dit, au final, si vous avez bien compris le principe d'un reducer, Redux c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, vous allez le voir, il va y avoir un petit peu plus de terminologie dès lors que l'on va commencer à l'utiliser dans un cas concret. Et c'est ce que je vous propose d'attaquer tout de suite. Donc moi j'ai utilisé Create React App, donc pour créer une application React standard, et je veux utiliser mon système de store. Alors on ne va pas tout effacer parce que quand même on a écrit un petit peu de code, et on va créer un nouveau dossier qui va nous permettre de gérer le store. Donc ici on va avoir un nouveau fichier que l'on va placer au niveau de notre racine, et on va le mettre dans un dossier store, et on va l'appeler index.js. À l'intérieur pour l'instant je vais copier mon reducer, donc je vais prendre mon to-do reducer, comme ceci. Je vais aussi prendre la partie qui crée les stores et on va garder ce système de filter parce que plus tard on va avoir un reducer aussi pour la partie filtre. Donc ici, je prends ça. On va se mettre comme ça sera un petit peu plus clair. Maintenant que j'ai créé ce store, je ne vais pas simplement créer une constante ici, je vais l'exporter. Donc là, on va mettre un export default store. Ce que l'on va faire aussi pour un petit peu plus de clarté, c'est séparer les choses. Donc on va ici créer un nouveau fichier que l'on va appeler todo reducer.js. Et à l'intérieur, hop, on va exporter notre fonction. Donc on est parti, export notre fonction todo avec un S reducer. Voilà. Donc ça, je vous conseille de le faire parce que vous allez le voir très rapidement, les reducers vont devenir un petit peu plus compliqués et si vous ne séparez pas bien les choses, ça ne va pas être pratique. Et là, on va faire un export default. Voilà. Et on va reprendre notre état initial et nos constantes à ce niveau-là. Donc les constantes, vous allez aussi en avoir besoin en dehors de ce reducer-là. Donc il est important de les exporter. Parce qu'on verra juste après que quand on va faire un dispatch, on va avoir besoin de ces noms-là. Donc c'est très important de bien les séparer. Faites attention aussi à éviter les conflits au niveau des noms, parce que si jamais vous avez plusieurs reducers, lorsqu'on fait un dispatch, si vous avez une action qui a le même nom entre plusieurs reducers, ça va déclencher le comportement de plusieurs reducers à la fois. Donc là, je vais exporter cette constante-là, et l'état initial, on va le laisser en interne parce qu'il n'est pas destiné à être utilisé depuis l'extérieur. Maintenant que j'ai créé ce reducer-là, je peux l'utiliser dans mon store à ce niveau-là. Donc là, je lui dis, utilise le todo reducer que tu dois importer. Et ce n'est pas directement la fonction que je veux appeler. Donc maintenant que ce store est créé, je veux l'utiliser dans React. Donc pour l'utiliser dans React, il va falloir créer un provider qui va englober notre application. Donc dans notre index.js, je vais supprimer tout le code qui était lié au store et remettre le code que j'avais dans mon Create React App. Ce qui va avoir pour effet de faire réapparaître notre application. Donc maintenant, je vais importer un autre système au niveau de mon application, c'est React Redux. Donc je fais un coup de yarn add React-Redux. Une fois que c'est fait, je vais aller dans mon application et je vais entourer mes éléments d'un provider. Donc à ce niveau-là, je fais provider. Donc je l'importe depuis React Redux et je vais lui passer en premier paramètre le store. Donc ici, je lui dis, récupère le store que tu peux récupérer grâce à ce que j'ai créé dans mon index.js.
Alors là, il n'a pas l'air de l'avoir importé tout seul, donc on va voir un petit peu pourquoi, mais je pense que c'est l'import qui lui pose problème. Donc si je regarde mon store dans mon index.js ici, j'ai bien fait un export default. Donc là, je vais le mettre à la main, je vais lui dire je veux que tu importes store depuis le dossier qui s'appelle store et le fichier index.js où je peux ne pas le préciser. Et là, il n'y a plus de problème. Donc si je sors mon inspecteur et je sors la partie Redux DevTool, je vais bien voir ici maintenant que j'ai un état initial qui se met. Ce que j'aimerais bien faire, c'est créer une to-do list qui consomme justement ce store-là. Donc là, on va effacer le code qu'il y a à l'intérieur de mon composant app et je vais aller créer mon premier composant qui va permettre de représenter la to-do list. Donc je vais aller créer un nouveau fichier à la racine ici et je vais l'appeler to-do-list.jsx et je vais peut-être le mettre dans un dossier components pour mieux le séparer du reste. Donc ce composant, je vais le faire fonctionner de manière très simple. Ça sera une fonction qui va s'appeler to-do-list et cette fonction, elle va prendre des paramètres, pour l'instant je ne sais pas quoi, et ensuite elle fera un return to-do-list sous forme de chaîne de caractères. Ce composant est créé et je vais l'exporter. Maintenant dans mon application, au sein de mon provider, je peux lui dire je veux utiliser mon to-do-list. Et c'est bizarre, il n'importe pas tout seul, donc on va lui dire importe-le. Donc au niveau de ma page, je vois bien mon to-do list qui apparaît ici. Ce que j'ai envie de faire, c'est de lui dire ici, j'aimerais bien récupérer les to-do list que j'ai dans mon store, parce que j'ai déjà 2 éléments grâce à l'initialisation. Donc comment on va faire ça? Donc vous avez 2 solutions. La première, c'est d'utiliser un composant d'ordre supérieur avec la fonction connect de React Redux. Donc ça fonctionne de la manière suivante. Vous faites un import et vous importez connect depuis React-Redux. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir créer un nouveau composant. Donc moi, je vais l'appeler to-do-list store pour séparer le composant qui pour moi est pur ici et le composant qui est lié au store. Et vous allez faire un connect. Cette fonction va prendre plusieurs paramètres. En premier paramètre, vous allez avoir une fonction qui va faire correspondre des valeurs dans l'état à des propriétés de votre composant. Donc par exemple, on pourrait se dire, ce composant-là, il va recevoir une liste de to-do. Et ce qu'il va faire, c'est que il fera un JSON.stringify, je sais c'est très bête, des to-do. Maintenant, il va falloir extirper de mon store ma liste de to-do. Donc là, je peux lui dire, le premier paramètre, ça sera donc une fonction qui prendra en paramètre l'état de mon store. Et ensuite, ça retournera un objet avec les différentes choses que je vais envoyer en props. Et moi, par exemple, je vais envoyer une props qui va s'appeler to-do. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un state.todo. Parce que c'est ce que j'ai dans mon état Redux. Ensuite, en second paramètre, on peut lui envoyer quelque chose qui va permettre de faire des dispatchs. Pour l'instant, on se contente de faire ça. Cette fonction connect, elle va renvoyer une fonction à laquelle il faudra passer le composant que l'on souhaite décorer. Donc nous ici, c'est le composant to-do-list que l'on a créé plus haut. Donc maintenant, lorsque je vais utiliser to-do-list store, ça va puiser les to-do dans notre store et les passer à ce composant-là. Si je reviens au niveau de mon application ici et que je remplace to-do-list par to-do-list store et que je sauvegarde, il me sort une erreur parce que j'ai oublié d'exporter les choses, ce qui est parfaitement logique. Mais maintenant, si je corrige ce problème-là, je vais bien me retrouver avec un JSON qui va contenir l'ensemble de mes to-do. Donc là, on va s'imaginer créer quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant. On va créer un UL, ensuite on va créer un LI, et pour chaque LI, on va créer notre item. Donc pour séparer les choses, je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler to-do-item. Donc cette fonction, elle prendra en paramètre une to-do et elle prendra aussi un onToggle qui va permettre de cocher notre élément. Au niveau de notre UL ici, je vais lui dire pour chaque to-do, donc on va faire todo.map, ça va lancer une fonction qui prendra en paramètre la to-do et je ferai un to-do-item, je lui passerai l'élément en question et je vais lui passer aussi un onToggle que pour l'instant je ne connais pas. Donc on s'imagine que ce sera quelque chose que l'on recevra ici, hop, en props. Et ensuite, je vais lui passer une clé, donc ça c'est important, et on utilisera todo.id comme clé. Donc j'ai créé mon élément ici, et je vais pouvoir au niveau de mon todo item, retourner mon LI. Donc je vais retourner un LI, on aura ensuite un label, on aura notre input qui sera donc de type checkbox, et on va lui dire c'est checked si notre to-do est complété. Et ensuite, on va lui dire, par contre, quand tu changes, c'est-à-dire quand tu cliques, il faut que tu lances onToggle.
et je vais lui dire lance onToggle en prenant en paramètre la to-do en question. Maintenant que j'ai cet input, je vais mettre aussi à côté le nom de mon élément, donc on mettra ici un todo.title. C'est pas name, c'est title. Alors il me souligne tout ça en rouge, mon IDE, parce qu'il détecte que je n'ai pas importé React, et du coup il n'est pas content. Donc là on va importer React from React. Voilà, et comme ça il arrêtera de râler. Donc là j'ai créé une petite interface qui va me permettre d'avoir mes to-do, mais quand je clique, on voit qu'il ne se passe rien, parce que onToggle n'est pas une fonction. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit peu comme je l'ai fait avec mon add to do, c'est créer, un nouveau type d'action qui va permettre de changer la valeur associée à une to do. Donc là, ça va se gérer au niveau de mon to do reducer. Donc au niveau de mon to do reducer, je vais aller créer un nouvel élément au niveau de mon switch case qui sera ici update to do action. Je change le nom ici, ça sera update to do action, et je vais rajouter un case au niveau de mon switch case, update to do action. Donc je m'imagine que ça va recevoir les choses que je souhaiterais mettre à jour sur un to-do. C'est pas juste quelque chose qui va permettre de toggle. Donc là, il faut faire très attention parce que comme je vous l'ai dit, il faut toujours être immutable. Donc vous ne pouvez pas faire de mutation et ça rend un petit peu la syntaxe des reducers un poil compliquée. Il sera toujours possible plus tard d'utiliser d'autres librairies comme Immer pour simplifier les choses, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas. Donc là, ce qu'il va nous falloir faire, c'est parcourir l'ensemble de nos éléments. Donc on va utiliser un map et trouver l'élément qui correspond à ce qui sera envoyé dans le payload. Donc pour trouver ce qui va correspondre, on va se baser sur l'ID. Donc je parcours l'ensemble de mes to-do et on va mettre ici une petite condition. On va lui dire si todo.id est égal à action.payload.id, dans ce cas-là, je veux que tu retournes un objet qui contiendra d'abord ce qu'on a actuellement dans le store, et tu rajouteras ce que l'on aura dans le payload. Donc par exemple, ça permettra au payload de ne définir que completed. Dans le cas contraire, je veux simplement que tu return to do, tu ne touches à rien. Donc là, on a écrit une transformation immutable. Maintenant, je dois câbler ça au niveau de mon composant. Donc je vais pouvoir passer au niveau de mon connect en second paramètre une fonction qui va permettre de mapper des dispatchs au niveau de mes props. Donc cette fonction prendra en paramètre dispatch et devra retourner un objet qui pourra utiliser dispatch. Donc nous, on aura comme propriété onToggle, donc on lui dira onToggle. Ça sera une fonction qui prendra en paramètre la to-do et qui fera un dispatch. Et je lui passerai donc un objet. Au niveau du type, ça sera update to do action. Et au niveau du payload, ça sera notre to do auquel on rajoutera completed à true. Et ça nous permettra comme ça de cocher. On pourra lui dire, il faut que completed soit différent de todo.completed. Comme ça, on change la valeur qui aura été rentrée. Si je clique ici, je vois bien que ça coche et ça décoche. Je vois bien aussi à ce niveau-là que Redux DevTool enregistre les différentes mutations. Et comme je vous le disais, si je modifie ma timeline, on voit que ça change la valeur de mon état. Et ça, c'est super intéressant pour débugger. Vous pouvez remonter dans le temps. Et c'est possible de remonter dans le temps parce que justement, on a une notion d'immutabilité. Donc lui, il peut persister l'ensemble des états au fil de votre évolution. Donc ça, c'est la première manière de travailler avec Redux, mais vous avez maintenant une seconde stratégie en utilisant les hooks. Mais avant de voir cette stratégie-là, on va parler de cette manière d'écrire le code. De manière générale, on n'écrira jamais des dispatchs ou des accesseurs comme ça directement au niveau de vos composants, parce que ça devient trop compliqué, et si jamais on modifie l'état et la structure de l'état, on est obligé de venir changer les composants un à un. Donc on utilisera deux choses, ce sont des sélecteurs et des actions. Donc les sélecteurs vont permettre de récupérer une donnée depuis le store et une action va permettre de faire un dispatch. Donc nous, dans notre cas, on va créer ces sélecteurs-là. Donc on va les mettre en général au même niveau que notre store et on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler todo selector.js. Donc ce fichier, ça sera simplement un fichier qui va exporter des fonctions. Alors vous pouvez les nommer en finissant par selector pour pouvoir les différencier plus facilement, mais nous on va l'appeler ici todo selector, et ça sera une fonction qui prendra en paramètre l'état, donc nous dans l'état on a une clé todo, et qui retournera ce que l'on souhaite obtenir. Donc là on peut directement retourner todo. Donc ces sélecteurs-là, d'ailleurs on peut les écrire de cette manière-là, comme ça on sera encore plus rapide, donc ça sera une constante todo selector qui sera une fonction.
Ces fonctions-là vont être intéressantes parce qu'elles vont permettre de simplifier l'écriture lorsque l'on fait un connect. Donc là, plutôt que de s'embêter à faire ça, on pourra lui dire ben, je veux que todo fasse tout simplement un todo selector et je te le passe l'état. Donc vous pouvez imaginer que dans un cas un petit peu plus complexe, on aurait plein d'états comme ça et on pourra utiliser tout un tas de sélecteurs. Ils permettront aussi d'optimiser les choses, mais on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, notre terminologie, c'est les actions. Donc, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler todoactions.js. D'ailleurs, ça, on aurait dû le renommer selectors avec un S, parce que finalement, il y en a plusieurs à l'intérieur. Donc, pour les actions, ben, c'est très très simple. Ce sont encore une fois des fonctions. Donc, on va l'appeler toggle todoaction. Et cette fonction, elle va prendre en paramètre notre todo. Et c'est cette action-là qui va être responsable de convertir justement notre élément en une action qui va pouvoir être dispatchée. Donc là, je vais lui dire, ben, ça fera quelque chose de type update todo action. Et c'est là où je vais mettre la logique de mon payload, où je lui dirai, ben, renvoie la todo et change la valeur de completed. En lui disant completed de point différent de todo.completed. Voilà, donc là j'ai créé mon action, et au niveau de mon todolist.jsx, plutôt que de m'embêter à faire tout ça, je peux lui dire, ben, le onToggle, il fera un dispatch de toggle todo action, et il prendra en paramètre todo. Voilà, donc ça permet d'être un petit peu plus simple, d'éviter d'avoir un petit peu trop de logique au niveau de vos composants, et si jamais demain vous changez l'état, par exemple vous dites, ben, j'aimerais bien changer la clé, ben, tout ce que vous devez changer, c'est au niveau des sélecteurs et des actions. Vous n'avez pas à aller dans tous vos composants pour venir changer de la logique. Et c'est ça qui va être intéressant. Ça permet aussi de plus facilement détecter qui utilise cette action-là et qui utilise ce sélecteur. Alors que quand vous regardez un dispatch, ça peut être compliqué. Donc comme je vous le disais, ça c'est la première manière de travailler avec Redux, mais vous avez une autre stratégie. Cette stratégie repose sur les hooks. Donc à ce niveau-là, on va commenter ça. Pop-om. Voilà. Et on va aller au niveau de notre app.js et on va réutiliser TodoList. Comme ceci. Donc par défaut, il me dira il y a une erreur parce que todo, ben, je ne sais pas d'où ça sort. Maintenant, si je reviens au niveau de mon TodoList, je vais pouvoir lui dire ici, ben, j'ai plus besoin de ça. Et je vais plutôt créer ici une constante qui va s'appeler todo. Et je vais utiliser un hook qui s'appelle useSelector. C'est un hook qui provient de React Redux. Et on va lui passer en paramètre un sélecteur. Et vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'est intéressant de séparer les choses, c'est que là, je peux directement lui passer le todo selector. Comme ceci. D'ailleurs, hop, il a renommé ici, moi c'est todo selector, hein, sans S. Et on va mieux l'importer à ce niveau-là, hop, ici. Maintenant, il va me manquer ici le onToggle. Donc pour ce onToggle, il va d'abord falloir importer dispatch. Donc on fera un dispatch égale useDispatch, qui est aussi une fonction qui provient de React Redux. À partir de ce dispatch, je peux créer une action en faisant const onToggle égale useCallback, pour pas que ça soit régénéré systématiquement. Et au niveau de ce callback, je vais lui dire simplement de faire appel à dispatch, et je vais lui dire de faire appel à toggle todoAction. Et je vais lui passer en paramètre la todo ici. Au niveau des dépendances de ce useCallback, je vais dépendre de dispatch. Mais vous pouvez vous en passer parce que dispatch ne changera jamais. Si je sauvegarde, j'obtiens le même résultat que tout à l'heure et quand je clique, ça fonctionne tout aussi bien. Donc ça, ce sont les deux approches qui vont permettre de connecter un composant à notre store. Alors maintenant, attention, car ces deux approches n'ont pas forcément la même implication. La seconde approche, qui consiste à créer ce composant-là, est très intéressante parce que finalement, on garde ce composant ici de manière complètement isolée. Donc si on souhaite tester notre to-do list, on pourrait le faire facilement parce qu'on avait des propriétés et on pouvait l'utiliser très simplement. Alors que là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a rendu ce composant-là, qui pourrait finalement être utilisé pour des to-do list qui proviendraient de l'extérieur, dépendant de notre store. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc même si vous utilisez les hooks, c'est toujours intéressant de quand même garder un composant qui fonctionnerait avec des props et qui fonctionnerait de manière isolée pour pouvoir le tester plus facilement. Donc moi j'aurais tendance à vous dire, hop, gardez toujours un composant pur, comme ça, et créez un autre composant si vous le souhaitez, qui lui sera basé sur les stores. Donc là vous pouvez soit utiliser le connect, soit créer vous-même une autre fonction, to-do list store,
Voilà. Et peut-être là, si vous le souhaitez, vous utilisez l'API des hooks. Et après, à ce niveau-là, vous retournez votre composant qui, lui, est pur. Hop, vous lui passez les différentes propriétés. Hop, onToggle. Là, ça sera onToggle. Et au niveau de notre app.js, hop, on réutiliserait notre to-do-store. Voilà, donc c'est différentes manières d'écrire les choses, à vous de voir celle qui vous convient le mieux. Je dirais que le connect est très intéressant si vous voulez vraiment créer un composant d'ordre supérieur. Les hooks sont intéressants si vous savez que votre composant va dépendre du store et que vous n'avez pas besoin de l'isoler et que vous n'aurez jamais besoin de le réutiliser. C'est intéressant parce que ça permet d'écrire les choses de manière un petit peu plus impérative et un petit peu plus claire, à mon avis, que cette approche-là. Donc je dirais que les deux sont intéressantes et même si aujourd'hui on va voir beaucoup de hooks, malgré tout, je trouve que cette approche reste quand même pertinente dans certaines situations. Alors maintenant, on va pousser légèrement plus les choses et on va s'imaginer rajouter une partie delete. Donc on aimerait bien pouvoir supprimer un élément. Et là, vous allez comprendre un des reproches qui est donné à Redux. C'est que finalement, voilà, je veux rajouter une fonctionnalité. Ce que je vais devoir faire, c'est d'abord rajouter quelque chose dans le reducer. Je crée une nouvelle constante qui va s'appeler delete_to_do_action. Je nomme cette constante et je vais ensuite créer mon switch case qui va permettre de modifier les choses. Donc ça sera delete_to_do_action et je vais lui dire ici, il faut que tu fasses un state.filter. Tu vas prendre chaque to-do et je veux que tu me retournes toutes les to-do qui ont un ID différent du action.payload.id. Ou directement, le payload serait l'ID à supprimer. Là, à vous de voir. Je fais comme ça. Maintenant que j'ai créé ce reducer, cette nouvelle action dans mon reducer, il faut que je crée ma nouvelle action. Donc ce sera une fonction qui va s'appeler delete_to_do_action. Et ensuite, ça prendra en paramètre la to-do que je souhaite supprimer. Et ça renverra donc le type delete_to_do. Voilà. Et le payload, ça sera simplement l'ID ici, todo.id. J'ai créé cette action, hop, et je peux venir maintenant l'accabler à mon to-do list. Donc ici, je vais toujours utiliser le useDispatch, je rajouterai un onDelete, ça prendra en paramètre la to-do, et ça fera un dispatch du delete_to_do_action. Delete_to_do_action. Maintenant que j'ai ce onDelete, je peux le passer à ma to-do list, comme ça. J'ai choisi ici d'isoler vraiment les choses, mais on pourrait s'imaginer que mon to-do item pourrait directement communiquer avec le store. Là, je pourrais lui dire, j'aimerais bien que tu dispatches un onDelete. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention, parce que si vous faites ça, si un jour vous voulez utiliser le to-do item pour autre chose et quelque chose qui n'est pas du tout connecté avec le store, vous allez être bloqué. Donc même si j'utilise Redux ici et que j'utilise le système de store, je vais préférer dire que ToDoList va recevoir un onDelete qu'il transmettra à l'enfant, plutôt que directement faire en sorte que l'enfant communique avec le store. Donc là, je vais utiliser mon onDelete, et à ce niveau-là, je vais créer un petit bouton qui permettra de supprimer. Donc on créera un bouton qui sera une croix, et je lui dirai quand tu cliques dessus, je veux que tu appelles onDelete, mais tu lui enverras la to-do, comme ceci. Hop, et on le recevra en paramètre. Si je regarde au niveau de ma page, je peux cocher et décocher, et je peux cliquer sur la croix, et automatiquement ça supprime. Donc là, on le voit dans la partie diff, il me montre que lorsque j'ai cliqué sur ce delete to do, ça a supprimé cet élément-là. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est mettre en place un petit système de filtres et ça sera l'occasion de parler des performances de Redux et l'utilisation de la mémorisation. Donc on va aller créer un nouveau composant complètement isolé qui sera un to-do filter. Donc je vais aller créer au niveau de mon système de composants ici un nouveau fichier que je vais appeler todofilter.jsx. À l'intérieur, je vais exporter une fonction que je vais appeler todofilter. Ce composant prendra en paramètre une prop qui s'appellera onChange. À l'intérieur, je vais retourner une div qui va permettre de changer le filtre. Donc là, on va lui dire que par exemple, on ne veut aucun filtre. Donc ça sera un bouton et on mettra aucun filtre. Quand on va cliquer sur ce bouton-là, on va lui demander d'appeler la méthode onChange et on lui dira c'est un filtre nul. On ne veut absolument rien mettre. J'aurai ensuite un bouton qui me permettra de voir seulement les éléments qui ont été complétés. Donc dans ce cas-là, je renverrai true et je vais enfin avoir un dernier bouton qui me permettra de ne voir que celles qui sont à faire. Donc là, dans ce cas-là, on changerait, on mettrait false. Maintenant que ce ToDoFilter est créé, ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter à mon store. Donc là, je vais utiliser le connect parce que je le trouve plus pratique. Donc on va faire un export const ToDoFilter
store ou with store, là à vous de voir la nomenclature que vous voulez. Je vais utiliser connect depuis React Redux et je vais lui envoyer les différentes fonctions. En premier paramètre, je mets nul parce que je n'ai pas l'intention de récupérer des props. Par contre, le onChange sera relié à un dispatch au niveau de notre state. Donc là, je vais prendre en paramètre dispatch et ça sera donc une fonction qui renverra un onChange. Et dans ce onChange, je ne vais absolument rien faire pour le moment. Je fais juste en sorte qu'on ait quelque chose. J'importe aussi React parce qu'on en a besoin. Donc import React from React. Et ensuite, dans mon app.js, je vais pouvoir lui dire, après mon système de to-do list, j'aimerais bien avoir mon to-do filter. Et j'utilise le to-do filter qui utilise le store. Il me sort une petite erreur parce qu'effectivement, j'ai oublié d'appeler connect en lui passant le composant que je souhaite décorer. Donc là, maintenant, on a notre système de petits boutons. Mais il va falloir connecter ça à un store. Donc on va créer un nouveau reducer qui va nous permettre de gérer les filtres. Donc là, encore une fois, c'est un tout petit peu pénible à cause de la verbosité, mais on va avoir un filter reducer.js. À l'intérieur, on va exporter notre reducer. Donc on va l'appeler filter reducer. Cette fonction prendra en paramètre l'état. Donc nous, par défaut, on va juste dire que c'est une variable qui a une valeur, donc on mettra nul. Mais on pourrait avoir un objet plus complexe, et ensuite notre action. Donc en fonction de notre action, ça va faire quelque chose. On utilise toujours le switch case, donc si le type de l'action vaut quelque chose, et par défaut, on retourne le state. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer une constante qui va permettre de mettre à jour les choses. Donc on crée une nouvelle constante qui s'appelle update_filter. Et on va l'appeler update_filter. Ensuite, à ce niveau-là, je lui dis, bon ben si effectivement le type c'est update_filter, ben dans ce cas-là, je veux que tu fasses un return et tu vas retourner ce que tu recevras en payload. Bon, c'est un reducer très très simple pour le coup. Maintenant, il faut créer les actions qui vont permettre de communiquer avec ce store. Donc je fais un filter actions.js. Au niveau de ce filter actions, on va avoir un set filter ou update filter, change filter, comme vous voulez. Donc là, on va l'appeler setFilter. Allez, setFilterAction. Et ça sera donc une fonction qui prendra en paramètre l'état du filtre. Donc nous, on va l'appeler value. Et ça retournera un objet de type updateFilter. Et au niveau du payload, ça donnera la valeur. Donc nul, false ou true. Maintenant que j'ai créé cette action, il me faut aussi un sélecteur qui me permettra de récupérer les choses. Donc filter selector. Hop. Donc là, on va exporter une fonction que l'on va appeler filter selector, basiquement, hein, et ça prendra dans l'état du filtre, et ça nous renverra sa valeur. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très très simple, mais ça sera plus pertinent pour des cas un petit peu plus complexes. C'est pour ça que je vous disais que Redux n'est pas forcément très indiqué pour des cas tout simples où vous voulez juste partager des états, parce que vous allez avoir beaucoup de verbosité pour finalement quelque chose qui aurait été résolu beaucoup plus simplement avec des simples propriétés. Mais je suis obligé de vous montrer un exemple simple pour vous expliquer les concepts. Donc maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir à ce niveau-là lui dire filter, plutôt que d'utiliser ça, je veux que tu utilises le filter reducer que je viens de créer. Et je vais pouvoir connecter le tout à mon composant ToDoFilter. Donc je réefface tout, on récupère ToDoFilter.jsx, et je vais lui dire quand tu fais un onChange, tu vas récupérer en paramètre la valeur, et je veux que tu fasses un dispatch, et tu feras un dispatch du setFilterAction, et tu prendras en paramètre la valeur, ce qui nous retournera l'objet du dispatch. J'ai aussi besoin de connaître le filtre actuel, donc on va l'appeler value. Donc là, je vais pouvoir récupérer la props directement depuis mon état. Donc on lui dira que value sera extraite grâce à notre filter selector. Et je lui passerai un paramètre l'état. Notre composant ici va bien recevoir cette propriété. Et ce que je peux faire, c'est lui dire ici de désactiver le bouton si la valeur est égale à nul. Ça veut dire qu'on est effectivement sur cet élément-là. Là, je désactiverai si la valeur est égale à true. Et là, je désactiverai si la valeur est égale à false. Et maintenant, hop, on voit bien que ce filtre est bien bloqué sur aucun filtre, et je peux cliquer sur compléter et ça change les choses. Ce qu'il me reste à faire, c'est faire en sorte ici que ça m'affiche les to-do filtrés. Donc comment je vais faire ça? Là, le plus intéressant, c'est d'utiliser encore une fois ce système de selector. Donc je vais créer un nouveau selector qui va s'appeler filtered to-do selector.
Pour filtrer, il va avoir besoin des to-do, mais il va aussi avoir besoin du filtre. Donc là, on récupérera filter. Ce que ça va faire derrière, c'est que ça va faire quelques petites conditions. Donc à la limite, on va aller sur plusieurs lignes. On va lui dire si filter est égal à nul, tu me retournes les to-do. C'est pas la peine d'aller plus loin. Par contre, si ce n'est pas nul, il faut que tu me retournes les to-do. Mais ces to-do, tu vas les filtrer. Et je veux que tu les filtres en regardant que todo.completed soit égal à ce qui est demandé au niveau du filtre. Donc j'ai créé mon nouveau sélecteur. Et là, c'est le gros avantage qu'on va avoir avec Redux, c'est que au niveau de mon composant to-do list, je n'ai pas à changer de la logique ici, j'ai juste à changer ce qui va connecter avec mon store. Donc plutôt que d'utiliser mon to-do selector, j'utilise mon filter de to-do selector, qui sera donc un sélecteur qui prendra en compte le filtre qui a été demandé. Et si je clique ici, on voit bien que ça fonctionne correctement. Donc là, on a créé quelque chose qui sera bien filtré, et on voit aussi l'intérêt que ça peut avoir de bien séparer les choses. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la mémorisation et des performances. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre système de to-do list, notre reducer, et on va lui dire, je n'aimerais bien qu'on n'ait que des éléments qui soient à false. Et on va en créer un petit peu plus. Donc là, hop, 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 on va mettre 3, 4 et 5. Et on mettra 5 au niveau de l'auto-increment. Donc si on utilise le React DevTool, donc on va dans la partie Component, et si on active cette partie-là qui permet de réafficher les composants qui sont rendus, lorsque je passe d'un élément à l'autre, donc là quand je passe à Affaire ou aucun filtre, on voit que ce composant-là est re-rendu. Donc on pourrait être tenté de se dire, au niveau de mon to-do list, ici, pourquoi il y a ce re-rendu? Il y a ce re-rendu parce que le filtre a changé, et vu que le filtre a changé, dès qu'on utilise un use callback ou dès qu'on utilise quelque chose, il va redéclencher un nouveau rendu. Mais il ne déclenche pas ce nouveau rendu si les valeurs n'ont pas changé. Ça veut dire que par exemple, si au niveau de mon système de to-do selector, je lui dis ici, j'aimerais bien que tu retournes les to-do. C'est-à-dire que je ne veux pas que tu retournes une version filtrée. On a bien un changement d'état, mais on voit que du coup, il ne re-rend pas ça. Donc ça, c'est un premier point très important. Que vous utilisiez le connect ou le use selector, ce qui va se passer au niveau de votre système, c'est que si le retour du use selector est identique, il ne va pas déclencher un re-rendu, et ce, même si l'état a changé. Donc à ce niveau-là, lorsque je change les filtres, mon état change, mais il voit que l'objet to-do est absolument identique, et du coup, il ne change rien. Par contre, petit détail, c'est que si j'enlève ce return automatique, lorsque je passe de là à là, il y a un rendu total. Pourtant, on pourrait se dire, il n'y a rien qui a changé, parce que finalement, il renvoie les mêmes éléments. Mais le problème, c'est que vu que vous utilisez ici un todo.filter, il renvoie un nouveau tableau. Donc pour lui, ce n'est pas le même objet que vous renvoyez, et du coup, il refait un rendu total. Donc ça, c'est très problématique, parce que si vous avez quelque chose qui touche le store très fréquemment, ça pourrait déclencher un re-rendu de beaucoup d'éléments dans votre application pour rien. Alors pour illustrer le problème, on va retourner dans notre index.js et on va s'imaginer créer un faux store rapidement. Donc là, je vais d'ailleurs exporter le store plutôt. Donc on va faire un const store égale create store. Et on va faire un export default et on va exporter ce store. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit reducer très simple. Donc ça sera une fonction qui prendra en paramètre l'état qui aura la valeur 0 initialement et qui recevra une action. Cette fonction, on va l'appeler incr. C'est juste pour tester. À l'intérieur, je ne vais pas utiliser de switch case. Je vais lui dire simplement que si l'action.type c'est égal à incr, dans ce cas-là, je vais faire un return state plus 1. Dans le cas contraire, je return le state. Je vais utiliser à ce niveau-là ce nouveau reducer. Voilà. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais lui dire, j'aimerais bien toutes les 2 secondes par exemple. Donc on va faire un set intervalle et toutes les secondes, je vais utiliser un store.dispatch et je vais envoyer une action de type incr. L'idée, c'est de créer un petit élément qui va changer dans le store de manière assez fréquente pour pouvoir tester les choses. Donc on le voit ici dans ma partie Redux, on va avoir cette incrémentation et là on n'a aucun rendu. Par contre, si je suis sur Affaires, on va voir que toutes les secondes, il va re-rendre tout parce que toutes les secondes, il croit que cette valeur-là a changé.
Donc c'est un problème qui est connu au niveau de Redux et que vous pouvez résoudre avec d'autres librairies. Donc il y a tout un écosystème autour de Redux parce que c'est quand même une librairie qui est très populaire et vous avez notamment quelque chose qui s'appelle reselect qui vous permet en fait de mémoiser les sélecteurs. Donc ça s'utilise très très simplement et vous pouvez l'intégrer dans un projet très rapidement. Donc on fait un yarn add reselect. On va attendre que ça se charge. Ensuite, on va importer reselect ici. Donc on importe create selector et on l'importe depuis reselect. Ah ben il a fait tout seul, génial. Maintenant, plutôt que de créer ce sélecteur de cette manière-là, on va le déclarer différemment. Hop. Alors c'est pas forcément évident la première fois qu'on le rencontre, mais vous allez voir, c'est finalement relativement simple. Donc vous créez votre sélecteur comme vous le feriez avant. Et plutôt que de déclarer directement une fonction, vous allez utiliser ce create selector. Vous allez lui passer en paramètre les différents sélecteurs que vous voulez utiliser, qui vont être finalement les dépendances de votre fonction. Donc moi ici, je vais avoir une première dépendance qui sera todo selector. Donc c'est un sélecteur qui permettra de récupérer les to-do. J'ai aussi besoin du filtre, donc j'utilise le filter selector qui me permettra d'obtenir le filtre. Maintenant que j'ai utilisé tous les sélecteurs qui sont des dépendances à ma fonction, je peux créer ma fonction, qui prendra en paramètre le résultat de chacun des sélecteurs qui a été mis avant. Donc ici, todo et filter. Et ensuite, à l'intérieur, je fais mon traitement. Donc là, basiquement, je recopie mon code. Ben ça va créer une version mémoisée de notre sélecteur. Ça veut dire que le résultat de cette fonction, ou cette fonction, ne sera réappelé que si une de ces deux valeurs a changé. Si je sauvegarde, je vois que j'obtiens toujours mon rendu. Et si je me mets sur Affaires, j'ai bien eu un rendu au moment où j'ai cliqué sur mon filtre, parce que la valeur de filter a changé. Par contre, malgré l'incrémentation, je n'ai plus de rendu. Parce qu'il détecte que ça et ça ne changent pas. Du coup, il n'a pas besoin de relancer ça, et j'optimise les performances de mon application. Donc attention, comme d'habitude, la mémorisation a un petit coût, donc il faudra utiliser ça que dans les situations où c'est pertinent. Mais si jamais vous avez des objets qui sont des filtres ou des mutations d'autres trucs, ben ça peut être intéressant d'utiliser ce système de reselect. Enfin, on va parler de la partie asynchrone, comment on peut gérer ça au niveau de Redux, et on va mettre au niveau de notre système de to-do list un petit formulaire qui va permettre de rajouter un élément. Donc au niveau de mon index.js, je vais supprimer cette partie incrémentée, elle était juste là pour tester les choses. Voilà. Et on va revenir sur notre cas initial. Donc je m'imagine ici créer un nouveau formulaire. Donc je vais aller créer ici un nouveau fichier et je vais l'appeler add to do form.jsx. J'exporte donc ma fonction qui va s'appeler add to do form et cette fonction, ce composant, prendra en paramètre onAdd ou onSubmit comme vous voulez. Allez, on va l'appeler onSubmit. À l'intérieur, je vais retourner un formulaire. Et ce formulaire, lorsqu'on le soumettra, onSubmit, je vais lui demander de faire un appel à une fonction, donc handleSubmit. À l'intérieur, je vais avoir un input qui sera de type texte. Je vais mettre un placeholder où je mettrai tâche, donc la tâche à effectuer. Hop. Et je ne vais pas le contrôler via React, je vais utiliser une ref que je vais appeler input. J'aime pas trop les composants contrôlés par React parce qu'ils génèrent beaucoup de rendu et c'est pas idéal. Je vais importer tout en haut React, from React. Je me dis, bon allez, là on va être un petit peu feignant, on va enlever le onSubmit et on va directement le connecter au store. Parce que c'est pas l'objectif ici. Donc on fait un dispatch et on fait un use dispatch. Ensuite, on va créer notre ref pour l'input et on fait un useRef et on va lui donner comme valeur initiale nul. Je vais créer une constante handleSubmit qui sera la fonction qui permettra de gérer la soumission. Donc lorsque l'on soumet, je vais recevoir l'événement et dans cet événement, je fais tout de suite un prevent default pour ne pas soumettre le formulaire. Ensuite, je vais pouvoir faire un dispatch et je vais avoir besoin d'une action. Donc tout de suite, encore une fois, je vais aller dans mon to-do action et mon to-do reducer pour créer les choses. Donc au niveau de mon reducer, je n'ai rien à faire parce que j'avais déjà prévu le add to do action. Par contre, dans le to do actions, je n'avais pas créé cette fonction-là. Donc on va s'imaginer avoir un add to do action. Ça prendra en paramètre le titre, donc là on mettra title, et ça fera un retour qui sera de type add to do action, et je mettrai comme payload un objet qui aura comme title le titre qui sera passé en paramètre. C'est tout. Maintenant que j'ai cette action, je vais pouvoir l'utiliser au niveau de mon formulaire, donc dans mon add to do form, je vais pouvoir lui dire que j'ai besoin ici que tu fasses un dispatch,
tu dispatcheras add to do action et je te passerai en paramètre input.current.value, donc la valeur de mon champ. Tout ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et du coup je fais un input.current.value et je mets comme valeur du vide. Et je fais un input.current.focus pour refocaliser le champ si on souhaite rajouter plusieurs éléments. Je vais ici créer aussi un bouton qui permettra de soumettre le formulaire et on va mettre ajouter. Donc là il râle parce que il n'a pas importé ça et il n'a pas importé ça. Il n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Au niveau de mon application maintenant, je vais pouvoir utiliser ce composant-là. Donc après notre to-do filter, on va avoir notre add to-do form. Et il est connecté au store, donc il n'a besoin de rien. La partie filtre, je vais peut-être la mettre au-dessus. Ouais, ce sera plus sympa. Donc j'essaie de rajouter un élément, j'appuie sur Entrée, et automatiquement il a bien été rajouté. Donc qu'est-ce qui se passerait si cet ajout il ne serait pas directement disponible ici, mais il se ferait côté serveur? Alors là, vous avez plusieurs solutions. Vous avez des librairies comme Redux Saga qui vous permettent de gérer ça. Mais vous avez aussi quelque chose qui est disponible, qui est créé par Redux, qui s'appelle Redux Func. Donc vous cherchez Func, et vous avez ce lien-là, je pense que ça doit être le bon. Donc Redux Func va vous permettre de créer ce qu'ils appellent des funcs. Je ne sais pas vraiment comment on traduirait ça en français, mais globalement, ça va permettre de créer des actions qui vont être asynchrones. Et ça va être très intéressant pour ce genre de situation. Donc comment ça fonctionne? D'abord, on va utiliser un middleware que l'on va pouvoir inclure au niveau de notre store. Et ensuite, lorsque l'on va créer une action, plutôt que simplement retourner un objet qui contiendra le type et le payload, on pourra lui dire je vais retourner une fonction. Cette fonction va faire un traitement qui pourra être asynchrone. Et lorsque le traitement sera fini, on pourra avoir un dispatch. Alors moi ici, je n'ai pas de serveur, donc je vais simplement me contenter de créer une fonction que je vais mettre à la racine qui va s'appeler wait.js. Et à l'intérieur, ça c'est toujours une fonction que je crée partout, je vais avoir une fonction qui simule une promesse qui met du temps à se résoudre. Ça nous permettra de simuler un petit délai. Donc la première chose à faire pour utiliser func, je fais un yarn add redux-func. Ensuite, je suis les instructions. Hop. Alors, elles ne sont pas forcément bien mises en avant. Voilà, donc j'installe Redux Func, et ensuite je fais un create store, et je fais un apply middleware, et je vais lui passer ça. Alors le problème, c'est que nous, on avait utilisé en plus le système de DevTool, donc DevTool Redux, qui va nous empêcher d'utiliser le apply middleware. Donc si vous redescendez un petit peu, dans la partie utilisation, vous avez le Advanced Store Setup. Mais on vous dit, si vous ne voulez pas vous embêter, et nous, on n'a pas envie de nous embêter, on va utiliser ça. Donc on est parti, hop, on va l'installer aussi. Donc on fait un yarn add-d, parce que c'est une dépendance de développement, DevTool Extension. À ce niveau-là, lorsque je fais un apply middleware, je peux lui dire d'utiliser compose with DevTool qui vient de cette extension. Donc à ce niveau-là, je reviens dans mon index.js, je vais retirer cette partie-là, et en second paramètre, je vais lui dire je vais faire un compose with DevTool que je vais importer depuis ce que je viens d'installer, je fais un apply middleware, et je vais utiliser le middleware qui m'est proposé au niveau de Redux Func. Donc là, hop, je fais un import, ou même peut-être il va l'auto-compléter. Hop, func. Ouais, c'est bon, il a fait ça comme un grand. Donc par défaut, ça ne change rien. Maintenant, on s'imagine que mon action add to do, add to do action, non, c'était to do actions, elle va mettre un petit peu de temps. Donc plutôt que de renvoyer directement le payload, je vais lui dire ça va renvoyer une fonction qui va prendre en paramètre dispatch et qui fera un traitement particulier. Cette fonction sera donc asynchrone. Je lui dis d'attendre pendant, allez, on va dire 2 secondes. Ce sera déjà pas mal long. Et une fois que tu as fini, je vais faire un dispatch et je vais t'envoyer cet objet-là. Hop, comme ceci. Donc là, on ne renvoie pas directement l'objet, mais on renvoie un petit truc qui attend. Donc je sauvegarde, je tape quelque chose, j'appuie maintenant sur ajouter, et on voit que ça attend 2 secondes et que ça ne se rajoute qu'après 2 secondes. Si votre fonction, votre action ici, renvoie quelque chose d'asynchrone, c'est intéressant de le noter, mais ça rend aussi l'action au niveau de votre composant asynchrone. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, si je viens dans mon, c'était le add to do form, je peux m'imaginer créer une constante qui va s'appeler loading
et on va mettre is et on va mettre set loading. Alors je sais c'est pas idéal, il y a mieux, mais bon pour l'instant on va faire ça. Je fais un use state et je mets comme valeur par défaut false. Lorsque je fais un handle submit, je vais lui dire ici de faire un set loading et on va mettre true. Et la particularité, c'est que ce dispatch-là est maintenant asynchrone. Donc je peux lui dire, ben, j'attends la fin de ce dispatch, et à la fin, je ferai un set loading à false. Attention, si le code à l'intérieur du dispatch crash, ben, il faudra le capturer avec un try catch. Et à ce niveau-là, je précise que cette fonction-là est donc maintenant, elle aussi, asynchrone. Donc lorsque je soumets, c'est asynchrone. Je vais lui dire ici de désactiver ce bouton-là pendant qu'on est en train de charger, parce qu'on est bloqué. Et je vais pouvoir aussi lui dire d'afficher chargement si loading est défini. Chargement. Voilà, c'est pas très beau, mais c'est pour l'exemple. Donc je réactualise, je rentre quelque chose, je clique sur ajouter. On voit bien que le bouton est désactivé et que chargement s'affiche, et ça marche bien. Donc ici, j'ai géré le côté asynchrone directement au niveau de mon composant. C'est lui qui va se charger de savoir s'il est en train de charger ou pas. Mais une autre solution aurait été au niveau de mon to-do action, de dire à ce niveau-là, avant de faire le chargement, je veux que tu dispatches au niveau de mon store une nouvelle action qui serait par exemple pending add to-do. Et dans mon store, je sauvegarderai l'état de chargement. Une fois que j'ai fini de charger les données, je pourrais lui dire ici, il faut que tu fasses un stop pending add to do qui retirerait les choses. Et je pourrais avoir un sélecteur qui me permettrait d'écouter l'état de chargement et j'utiliserai ce sélecteur au niveau de mon add to do. Alors moi, je choisis de ne pas faire ça ici parce que je peux me dire que quand j'ai cliqué sur ajouter ici, ça bloque l'interface à ce niveau-là, mais un autre élément d'interface pourrait me permettre de rajouter un élément sans aucun problème. Par exemple, si ici dans mon système, je rajoute un temps d'attente un peu plus important, et si je vais au niveau de mon app.js, et je me dis, j'ai deux formulaires d'ajout, je peux créer un élément ici sans que ça bloque l'autre élément, parce que j'estime qu'on peut faire les deux choses à la fois. Mais ça serait tout à fait possible de se dire, je sauvegarde l'état du chargement au niveau du store. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que vous devez avoir beaucoup plus d'actions pour gérer l'état de chargement. Et là, il y a des structures que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, que vous voulez pousser un petit peu plus loin l'exploration de Redux, il faut que vous sachiez qu'il y a un outil qui s'appelle Redux Toolkit, qui est une sorte de série de fonctions qui vont vous permettre de générer des réduceurs et de travailler avec Redux d'une certaine manière. Alors ça a une opinion assez forte sur comment vous devez faire les choses, mais je ne vais pas forcément rentrer en détail dessus parce que c'est très compliqué aussi, mais globalement ça vous offre des fonctions qui vont vous permettre de créer des réduceurs à la volée et éviter tout ce côté verbeux que l'on va avoir avec Redux. Pour un exemple concret, par exemple un système de compteur ici, voilà à quoi ça ressemble. Là, il crée une action qui s'appelle increment, il crée une action qui s'appelle décrément, et ensuite, il crée le réduceur à la volée. Et si jamais je souhaite appeler cette action, je peux directement utiliser increment, qui sera un objet qui contiendra le type et peut-être le payload. Et on a même aussi un système pour gérer l'asynchrone. Je trouve ça très intéressant, mais ça rajoute une surcouche et ça rend le truc un petit peu moins clair. Donc c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie ou quand on a une équipe qui est déjà familière avec Redux Toolkit. Mais voilà pour cette petite exploration de Redux. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Redux, le cœur en soi, n'est pas forcément très compliqué. Au final, c'est simplement un réduceur, et ensuite on va pouvoir appeler des actions dessus pour faire changer sa valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut souscrire à ce store-là pour pouvoir écouter les changements. Là où ça va devenir un petit peu plus compliqué, c'est quand on va choisir d'utiliser Redux dans un projet concret, parce que là, il va falloir une certaine organisation. Donc de manière générale, on va séparer les choses en plusieurs parties. On va d'une part créer nos réduceurs, ensuite on va créer des sélecteurs qui permettent de récupérer des valeurs. Donc ces sélecteurs permettent d'éviter d'avoir de la logique au niveau de nos composants et permettent de mieux savoir comment on va extirper la donnée. Mais aussi, si jamais notre store change de forme, on a juste les sélecteurs à changer. Au niveau de ces sélecteurs, on fera attention à ce que l'on renverra. Si on renvoie directement une valeur, ça ne pose pas de problème. Par contre, si on a un sélecteur qui renvoie un objet, il faut faire attention parce qu'à chaque fois que ce sélecteur est appelé, l'objet qui est renvoyé est nouveau. Donc si derrière vous utilisez ça dans un framework front-end, ça veut dire qu'il va y avoir des re-rendus systématiques. Donc on pourra utiliser des librairies comme reselect pour éviter ça.
Enfin, le dernier point, c'est les actions. Donc les actions permettent de câbler la logique métier avec les mutations que l'on souhaite faire au niveau de notre reducer. Donc ça prendra des paramètres que l'on choisira et ça retournera un objet qui sera une action que l'on va pouvoir envoyer à notre reducer. Si on le souhaite, on a la possibilité d'utiliser des librairies tiers comme Redux plutôt Funk qui va permettre de rajouter du côté asynchrone et de rajouter un petit peu plus de logique dans ces actions, ce qui va être très pratique lorsqu'on va communiquer avec le serveur. Mais encore une fois, il faudra réfléchir à l'organisation que l'on va adopter pour gérer ce côté asynchrone. Comment on écoute l'état de chargement et comment on déroule cette logique-là. Donc finalement, Redux est un outil qui est très intéressant, mais qui pose aussi son lot de problèmes, parce qu'avec cette nouvelle solution, on va avoir toute une nouvelle série de problématiques. Comment on organise notre store ? Faire attention à justement la complexité de notre store, parce que plus il est complexe, plus on a de profondeur, plus ça va être pénible de faire des changements immutables. On va devoir réfléchir à comment on crée nos sélecteurs, faire attention à la performance de ces sélecteurs avec la mémorisation, gérer les actions, comment gérer l'asynchrone. Donc ça pose finalement beaucoup de problèmes auxquels il faut réfléchir en amont. Et c'est ça qui, selon moi, pose problème avec Redux, c'est que c'est un outil qui est très intéressant, mais qui peut amener finalement plus de problèmes que de solutions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair avec cet outil et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!